Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire d'Urbis Le Mag. C'est un webinaire un petit peu différent de ceux que nous avons l'habitude de vous proposer, puisque cette fois-ci, on va discuter ensemble d'un ouvrage récemment paru, publié collectivement par différents professionnels de l'agence d'urbanisme, donc des architectes, des sociologues, des paysagistes. Et chacun d'entre eux sera à mes côtés pour évoquer le chapitre qu'il a rédigé dans l'heure qui va suivre. Cet ouvrage, il s'intitule Les nouveaux défis de l'espace public. C'est le titre de ce webinaire. Un grand temps de ce webinaire sera, comme toujours, consacré à vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser dans l'onglet Conversation. J'ai envie de commencer ce webinaire en vous posant à vous aussi une question pour amorcer le dialogue. C'est à vos yeux, est-ce que les espaces publics qui sont actuellement conçus répondent à toutes les attentes, répondent bien aux attentes et peut-être à quelles attentes devraient-ils, à vos yeux, répondre mieux? Voilà la première question que je vous pose. Vous pouvez commencer à réagir si vous le souhaitez et on reviendra vers vos réactions et vos questions en toute fin webinaire. On va rentrer dans le vif du sujet avec Nathalie Dominique qui est à mes côtés. Donc Nathalie est architecte urbaniste. Elle est l'autrice du chapitre qui s'intitule Un espace public où l'on se sent bien. Donc c'est une notion, le bien-être, qui n'est pas forcément évidente pour une architecte. Et je pense que Nathalie va nous expliquer ça et va nous dire un petit peu comment elle a appréhendé ce sujet sans doute nouveau pour elle. Tout à fait. Merci Vanessa. Donc effectivement, moi j'ai eu envie de m'intéresser au bien-être dans un espace public parce que se sentir bien dans un espace public, c'est évidemment essentiel. A priori, on se dit que si un espace public est bien conçu, si en plus il est bien entretenu, on devrait s'y sentir bien. Mais bon, en fait, c'est pas toujours si simple et certains espaces sont réussis sur le papier et puis finalement, ils sont pas si réussis tant que ça sur place. Ils ont entre guillemets peut-être tout pour plaire, ils cochent pas mal de cases, ils sont soignés, ils sont propres, il n'y a pas de problème de sécurité, mais pourtant ils sont pas vraiment fréquentés. Alors moi, depuis plusieurs années, ma pratique professionnelle, c'est d'accompagner les élus dans l'aménagement de leur quartier. Et donc, on parle ensemble d'architecture, de paysage, d'écologie, de réglementation. Mais finalement, je me suis rendu compte que je parlais peut-être peu avec eux de sensations, d'émotions, de ressentis. Et quand on a commencé à travailler sur l'ouvrage Espace public, en fait, tu as interrogé quelqu'un qui est Emma Villarem, qui est une scientifique qui travaille sur les sciences du cerveau. Elle est docteure en sciences cognitives et en lisant son interview, ça m'a vraiment interpellée, ça m'a vraiment intéressée. Donc j'ai eu envie en fait de me pencher un peu plus sur cette question et de travailler ce domaine du bien-être dans les espaces publics. Peut-être il me paraît utile qu'on précise un petit peu le parti pris de cet ouvrage. Effectivement, il y a des chapitres qui ont été rédigés par les professionnels de l'AGUR comme toi, mais il y a également des interviews d'experts. Et donc, on trouve une alternance de chapitres et d'interviews, les interviews des experts étant destinées à élargir le champ des possibles pour vous, les lecteurs. Voilà. Alors donc, dans son interview, il y a une phrase, du coup, je vais la lire, qui m'a vraiment intéressée. Elle dit « Se sentir bien dans un lieu permet de développer certaines capacités, d'adopter des comportements, de respect de l'environnement, de s'investir dans la communauté locale, de retrouver un pouvoir d'agir. » Et moi, j'ai trouvé ça formidable, en fait, retrouver un pouvoir d'agir. Parce que donc, en fonction de notre ressenti, c'est vrai, effectivement, que nous respectons plus ou moins les lieux, que nous sommes plus ou moins bienveillants vis-à-vis des autres, et donc que nous allons pouvoir plus ou moins interagir avec eux. Et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et donc, quand on parle de ressenti, on pense tout de suite au sens. Donc, j'ai essayé dans ce travail, en fait, de travailler sur la question des sens. Et là, on peut peut-être évoquer deux sens qui sont les sens finalement qui sont spontanément ceux auxquels on ne pense pas, qui sont le goût et le toucher. Alors, on pense plus à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, mais le goût et le toucher, on y pense un petit peu moins. Et pourtant, ils sont vraiment instinctifs. Et notamment, moi, j'ai repensé au fait que quand il y a un jeune enfant, la première chose qu'il fait, en général, c'est de mettre un peu tout à sa bouche. Et donc, ça prouve que tout ce qui nous intrigue ou nous intéresse, finalement, il y a le domaine
du goût et du toucher. Alors, dans un espace public, je me suis dit, par exemple, avoir la possibilité de cueillir un fruit sur un arbre fruitier ou dans un buisson, c'est vraiment sympa de pouvoir le cueillir, le manger. De détacher je sais pas, un brin de plante aromatique, de le mâchonner, ça peut être vraiment agréable. Donc finalement, en plantant des arbres fruitiers dans un espace public, et puis évidemment en ayant une gestion permissive de cet espace, finalement la municipalité peut offrir presque des cadeaux aux citoyens ou aux visiteurs de cet espace. Après, si on pense à la question du mobilier urbain, on pense aux matériaux. Alors, c'est vrai qu'on peut utiliser différents matériaux. On peut utiliser le bois, le béton, la brique, l'acier, l'alu. Et c'est des sensations très différentes. Il y en a des matériaux qui sont lisses, d'autres qui sont rugueux, il y en a qui sont froids, il y en a qui sont chauds. Et donc, les ressentis sont très variés. Bon, ça peut être pareil quand on marche. Si on marche sur un sol dur, c'est pas pareil que si on marche sur un sol souple. Si on est dans l'herbe tondue ou si on est plutôt dans une prairie avec des herbes hautes, c'est différent et du coup, c'est stimulant et ça peut nous amener effectivement à avoir des comportements différents. Alors, au niveau des plantes, au niveau du végétal, c'est pareil. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude de conseiller les élus plutôt déjà de planter les espèces locales et puis après de travailler sur la combinaison des couleurs des feuillages, des couleurs des fleurs, mais pas d'imaginer les toucher. Or, effectivement, ça peut enrichir le projet. Donc voilà, après j'avais aussi pensé qu'on peut toucher, mais aussi on peut manipuler les choses. Et donc un banc, par exemple, le tourner pour aller chercher le soleil ou manipuler une installation pour faire des tableaux lumineux ou sonores. Donc voilà, tu l'auras compris, en fait, l'idée c'est que intégrer cette notion de bien-être dans la conception des espaces, finalement ça renouvelle une pratique professionnelle que j'imaginais déjà bien complète, mais voilà, ça lui donne une autre coloration et c'est ça qui m'a intéressée en fait de travailler dans ce domaine. Je te remercie beaucoup. Et puis vous allez voir, le webinaire il se passe comme ça. Donc les invités changent et donc désormais c'est Céline Lejeune qui va me rejoindre après Nathalie Dominique. Donc Céline Lejeune, elle est sociologue urbaniste. C'est notre spécialiste de la concertation et de la démocratie participative à la Gure. C'est elle qu'on appelle quand on veut permettre aux habitants de co-construire un projet. Bonjour Céline. Bonjour Vanessa. Donc tu t'es intéressée à la notion d'espace public pour tous comme un des défis nouveaux possibles, même si c'est un défi auquel on est confronté depuis longtemps, mais en tout cas tu vas nous expliquer qu'on peut renouveler la manière dont on répond à ce défi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors d'abord, expliquer comment j'ai abordé le sujet. Donc je suis partie déjà du constat selon lequel les espaces publics sont justement pas faits pour tous. Et qu'on n'y accède pas de façon équitable. En fait, au quotidien, on observe des dysfonctionnements, on observe des lieux qui ne sont pas fréquentés ou alors qui sont occupés par une catégorie de population en particulier. Les habitants, d'ailleurs, se plaignent régulièrement de nuisances, de mésusages, d'ados, par exemple, qui occupent des jeux pour enfants ou encore des marginaux qui vont consommer de l'alcool sur des bancs d'un square. Des skateurs qui s'entraînent sur du mobilier urbain ou encore des garçons qui monopolisent un city-stade. Donc tout ça conduit à des conflits d'usage, à des mécontentements, des stratégies d'évitement, voire même des renoncements. L'espace public peut être hostile, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Une dame âgée m'a dit un jour qu'il lui arrivait de renoncer à aller quelque part en raison de la dangerosité des trottoirs, en raison de l'impossibilité de faire une pause à mi-chemin, par exemple, parce qu'il n'y a pas de banc ou il n'y a pas de toilette publique. Du coup, tout ça pour dire qu'on n'est pas tous égaux dans l'accès à la ville, on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de confort et de sécurité. Et du coup, on peut se demander comment améliorer les choses, comment faire pour rendre les espaces publics accessibles, pas forcément à tous, mais au moins au plus grand nombre. Alors, ce que je propose moi dans ce chapitre, c'est de mettre l'humain au centre des réflexions, donc de prendre en compte les pratiques, les besoins, les avis des habitants dans la conception des espaces publics et en particulier des personnes les plus fragiles, fragiles plutôt vulnérables. Ça peut être les seniors, ça peut être les personnes en situation de handicap, mais aussi les femmes qui sont souvent contraintes dans leurs déplacements par des poussettes, des sacs de courses, des enfants en bas âge. Moi, j'aime bien l'approche genrée des espaces publics selon laquelle la prise en compte des besoins spécifiques des femmes pourrait répondre et servir au plus grand nombre.
Du coup, on peut se demander comment on fait, comment on fait pour prendre en compte les habitants dans les projets d'aménagement. Déjà, on peut utiliser les méthodes en sciences sociales. Moi, je prêche un peu pour ma paroisse, qui proposent un panel d'outils qui sont adaptés pour recueillir les informations, pour observer, pour questionner. Il est intéressant aussi de mêler dans les équipes projets les compétences des sociologues à celles des aménageurs, donc des architectes, urbanistes, paysagistes. Donc, c'est ce qu'on fait à l'agence et ça marche plutôt bien. Il semble évidemment incontournable de mettre en place des démarches participatives. Alors là, tout le monde est convaincu de l'intérêt de ce genre de démarche. C'est vrai que c'est un peu à la mode. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut demander tout aux habitants tout le temps et surtout. Il faut aussi veiller à ce que ça ait un sens, que ce soit pertinent, qu'on rassemble un certain nombre d'ingrédients pour optimiser ses chances de réussite. Et du coup, au fil des travaux qu'on mène à l'agence, on a pu identifier ce qui marchait et ce qui marchait un peu moins. Et du coup, moi, j'ai voulu profiter de cet ouvrage pour écrire noir sur blanc quelques conseils, quelques recommandations, en toute modestie, pour aider à mener à bien ce genre de démarche participative. Du coup, je peux peut-être vous donner quelques exemples de bonnes pratiques. Ou plutôt des choses qu'il faut éviter de faire parce que c'est peut-être plus parlant. Par exemple, aller voir les habitants sans objectif particulier, par obligation ou par prétexte. Donc ça arrive souvent et c'est pas très productif. Ou alors plaquer une méthode toute faite aussi, ou alors imposer une méthode avant d'identifier, de définir les objectifs. Ça aussi, ça marche pas très très bien. Se contenter des personnes qui sont présentes dans une réunion publique et pas forcément aller chercher l'avis des personnes qui sont plus ciblées par un aménagement. Par exemple, des collégiens si il s'agit d'aménager le parvis d'un collège, ou alors des familles avec enfants s'il s'agit d'aménager un parc de jeux, enfin une aire de jeu. Autre exemple, il faut éviter aussi d'interroger des personnes sur des sujets qui sont complètement éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Par exemple, demander à des ménages ce qu'ils pensent de la végétalisation de leur quartier alors qu'eux-mêmes sont mal logés. Ça ne marche pas très bien non plus. Voilà, donc tout ça, ça peut paraître évident, mais dans les faits, ça ne l'est pas vraiment. Il ne faut vraiment pas hésiter à prendre du recul et à se poser quelques questions simples. Donc, se demander qu'est-ce que je cherche à savoir, quels sont les invariants du projet, quelle est la marge de manœuvre qu'on accorde aux habitants, à leur pouvoir de décision. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'existe pas de recette miracle, mais qu'on peut essayer de mettre les chances de son côté pour que ça fonctionne. D'accord, mais je te remercie beaucoup. Et maintenant, je vais accueillir Chloé Descamps à mes côtés. Donc, Chloé est paysagiste. Elle s'est consacrée au sujet de la végétalisation des espaces publics et surtout à la manière dont on peut vraiment faire jouer le premier rôle au végétal dans l'espace public. Et juste avant que tu ne commences à parler, je vais préciser que les dessins qui défilent derrière chacun des intervenants sont ceux qui rythment les chapitres et ils ont tous été réalisés justement par les paysagistes comme Chloé. 3 paysagistes de l'agence d'urbanisme s'y sont collés et ça a été colorisé aussi en interne par notre graphiste Joachim Souab. Donc ce travail, il est un petit peu particulier. Il a été conçu pour évoquer les ambiances de la Flandre Dunkerque, évoquer l'identité flamande, mais ne pas rendre des lieux reconnaissables. Donc pour qu'on puisse se projeter, c'est-à-dire pas essayer de guider trop les idées, mais donner envie de se projeter dans une ambiance flamande. Voilà, c'est une petite précision. Et donc Chloé, tu nous expliques comment on peut faire pour que le végétal soit la star de nos espaces publics? Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu tous d'accord pour se dire que le besoin de nature en ville, il est primordial, que ce soit pour apporter de la biodiversité, pour réguler la température ou pour simplement permettre de nous procurer du bien-être. C'est vraiment le végétal qui doit tenir le premier rôle de nos espaces publics. Il doit structurer un peu l'aménagement. Alors, je vous parle de ça, vous me dites un peu pourquoi en soi,
finalement, le végétal, il arrive bien souvent à la fin de la réflexion. Lorsqu'on réalise un nouvel aménagement, c'est un peu la dernière des préoccupations, après le dessin des allées, les places de stationnement, même après les réseaux souterrains. Donc finalement, on plante un peu dans les interstices, on comble un peu les vides. Et le végétal, il n'est pas toujours planté dans un endroit propice à son bon développement, en fait. Et je pense que tous les paysagistes s'accorderont, je pense, à dire que, par exemple, planter des arbres en pot, c'est pas forcément apporter de la nature en ville, mais ça a plutôt une vocation esthétique. Du coup, comment faire un peu pour que le végétal tienne le premier rôle? C'est, je pense, considérer le végétal comme la star de nos espaces publics, et comme pour toute star, un peu, il faut lui offrir les meilleures conditions. Du coup, il faut un bon sol, de l'eau, de la lumière, de l'espace aussi pour qu'il s'épanouisse, et le temps de le laisser pousser et se développer. Et en fait, toutes ces conditions, c'est des conditions assez simples, et pour autant, elles ne sont pas toujours respectées. Et ça consiste aussi à placer le bon végétal au bon endroit, en fait. Et en plaçant le bon végétal au bon endroit, on va favoriser l'épanouissement, en fait, du végétal dans le milieu urbain. Et c'est que comme ça, je pense que ça pourra nous apporter tous les bénéfices, comme améliorer la qualité de l'air, réguler la température de nos villes, apporter un peu une sensation de fraîcheur. Donc voilà. Et pour aller un peu plus loin, comme l'illustre le dessin, on pourrait imaginer en fait qu'à la star de nos espaces publics, on lui concède un peu tous les caprices. Du coup, si par exemple il y a des arbres existants sur une allée, eh ben, on s'adapte, on les laisse en place, et en fait ils vont venir aussi participer à l'aménagement urbain, et ils vont venir le structurer. Et donc voilà, j'évoque là sur le dessin comment ils peuvent participer, comment le végétal peut participer à la structuration d'un espace public, mais on peut aussi imaginer que le végétal vienne structurer l'ensemble de la ville, et qu'il y ait des continuités en fait qui se créent entre les espaces publics, comme par exemple entre une grande place et un parc. Entre ces deux espaces publics, si on arrive à relier tous les interstices par du végétal, eh ben, on aura une infrastructure qui va se créer, un maillage complet. Et donc, ça va permettre à la ville de se structurer. Ça pourrait aussi s'accompagner, le végétal pourra, aussi s'accompagner de liaisons douces, de cheminement piéton, même aussi de tout ce qui est écoulement des eaux pluviales, filtration et dépollution de ces eaux de pluie. Donc voilà, je vous invite à lire la publication et à oser considérer le végétal comme la star de nos espaces publics. On espère que ça va donner des idées en tout cas. Merci beaucoup. Et alors, dernier orateur de la GUR, Sébastien Lebel, qui est paysagiste et qui s'est intéressé à un cas tout particulier, celui de la rue, celui de nos rues banales, nos rues quotidiennes. Et alors pourquoi tu t'es intéressé à ce cas-là en particulier? Alors oui, effectivement, j'ai voulu écrire un article sur la rue, parce que la rue, c'est un espace public qui est universel. Tout le monde en ville ou dans nos villages habite dans une rue. Donc c'est forcément un espace public qui parle à tout le monde, auquel on est tous confrontés. Donc du coup, ça en fait forcément déjà un sujet intéressant. Alors je ne voulais pas parler, comme tu l'as un peu dit au début, des rues commerçantes ou des menées vers la plage, de toutes ces rues qui ont aujourd'hui toute notre attention, les grandes artères, les grands axes, etc. Ce n'était pas le sujet que je voulais traiter, parce qu'on s'en occupe déjà. Donc je voulais vraiment parler de la rue, des rues résidentielles, la rue typique en fait, la rue un peu banale, un peu ordinaire, celle qu'on connaît tous avec les maisons qui sont accolées d'un bout à l'autre de la rue. Et c'est justement, je pense, parce que ces rues sont un petit peu banales et ordinaires qu'on s'en soucie pas trop. En fait, on met un peu le paquet sur l'aménagement des espaces publics remarquables, sur les rues des centres-villes, les parcours touristiques, etc. Mais dans la rue résidentielle, j'ai un peu l'impression des fois qu'au final, alors c'est pas qu'on s'en occupe pas, au contraire, loin de là, on fait beaucoup de choses, mais on fait
peut-être un petit peu le minimum. Alors, tous les ans, on refait des rues, il y a un plan de rénovation des voiries. Chaque année, il y a des rues qui sont remises à neuf, alors on refait les enrobés, on reprend les réseaux quand il y en a besoin, on va changer les candélabres, voilà, on refait un peu ces rues-là, mais finalement, on s'y autorise pas beaucoup de créativité, mais malgré tout, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, finalement, même après ces réaménagements, les rues, même si elles sont refaites, restent des espaces un peu ordinaires. On les a pas révolutionnés encore, ces espaces publics. Voilà, donc ça reste des espaces fonctionnels, des espaces circulés avec un trottoir de chaque côté, la chaussée au milieu. On y met de plus en plus de place pour le vélo, et ce qui est très bien. Mais bon, voilà, je pense que ça s'arrête un peu là. Et ça reste des espaces publics qui restent impersonnels, alors qu'en fait, les habitants qui habitent sont tous différents. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles j'ai voulu parler de cet espace public, qui est un espace public finalement, qui est un passage obligé du quotidien. Quand on sort de chez soi, on sort tout de suite dans la rue. Quand on rentre à la maison, on passe par la rue. Enfin, c'est un espace par lequel on passe à chaque fois qu'on va au travail, à l'école, faire ses courses. Voilà, donc ça, je trouvais que ça méritait, cet espace public, la rue, qu'on y soit plus créatif et plus exigeant. D'accord. Et c'est ce à quoi donc tu consacres ton chapitre. Donc pour en savoir plus, rendez-vous dans cet ouvrage. Sébastien, tu vas rester à mes côtés encore un petit moment parce qu'en fait, c'est mon tour de parler de mon chapitre puisque j'ai moi aussi rédigé un chapitre. Moi, je me suis intéressée à la surprise dans l'espace public. Donc, c'est un thème qui me parle d'autant plus qu'on vit tous, je pense qu'on en est tous conscients, un contexte plutôt morose. On a eu le Covid durant quelques mois, on a eu les masques, on a fait plein d'autotests. Là, on a une actualité internationale qui est tout sauf réjouissante. Donc, pour lutter contre ce contexte morose, moi, ce que je vous propose, c'est de créer la surprise dans l'espace public. Ça me semble être un bon remède. D'autant plus qu'il y a aussi cette petite musique en fond, un petit peu plombante qu'on entend. C'est la petite musique du « c'était mieux avant ». Je ne sais pas si vous l'entendez autant que moi, mais j'entends beaucoup « c'était tellement mieux avant ». Alors, en matière d'espace public, ce qui est génial, c'est que c'était absolument pas mieux avant. C'était même vraiment pas terrible. Donc, plutôt sans qualité, très utilitariste, absolument dévolu à la voiture, ce vers quoi on ne tend plus aujourd'hui. Donc, la surprise dans l'espace public, je pense que c'est un plan auquel il faut accorder toute notre attention. D'autant plus qu'on a des paysages urbains un petit peu standardisés, et ça, on l'a vu avec Sébastien, mais c'est valable à l'échelle de nos villes. On a quand même des choses qui se ressemblent et qui sont répétitives et qui créent une sensation d'ennui qui est un petit peu préjudiciable à notre envie de vivre en ville. Donc, pour susciter cet effet waouh dans les espaces publics, cet effet de surprise, on peut évidemment procéder à des aménagements extrêmement coûteux, mais on peut aussi choisir des aménagements coûteux en imagination et en temps de cerveau disponible, pour reprendre une expression connue. Donc, j'ai envie de vous montrer différentes photos d'aménagements qui me semblent pertinents à différents titres et qui peuvent être des sources d'inspiration. Alors, le premier aménagement, c'est un mur d'escalade. Je ne l'ai pas choisi du tout par hasard, ce mur, parce qu'en fait, l'escalade, c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode actuellement en termes de pratiques sportives. Il y a énormément de salles d'escalade intérieures, indoor, qui se sont ouvertes ces dernières années dans les métropoles et dans les grandes villes. Et c'est un loisir qui est prisé plutôt des trentenaires, de leurs enfants, et puis autant des hommes que des femmes, ce qui en fait un loisir pas genré. C'est quelque chose d'intéressant pour ceux qui aménagent les espaces publics de proposer des aménagements non genrés. Et nous, on pense que ce type d'aménagement, ce type de mur d'escalade, il est tout à fait possible d'en faire dans l'espace public, en extérieur. Et ça se fait de temps en temps, mais c'est encore assez timide. Donc, peut-être il y a des idées à prendre de se tourner vers ça. Ensuite, j'ai sélectionné une piste d'athlétisme. Donc, c'est une piste d'athlétisme qui a été construite à Alicante, en Espagne, par un cabinet qui s'appelle Subarchitectura. Je l'ai sélectionnée parce qu'elle n'est pas banale, elle a une surélévation.
Donc, je pense cette surélévation, je ne pense pas que ça a été un surcoût énorme à la construction. Il y a un surcoût, certes, mais pas énorme. Et ça change tout. Ça donne aux enfants l'envie de courir, de s'amuser. Ça donne envie de faire du sport. Ça donne envie d'utiliser cet espace public. Donc, ça me semble assez réussi. Ensuite, j'ai sélectionné une activité qui se déroule à Dunkerque 2 fois par semaine. C'est un cours de sport en plein air, un cours de fitness en plein air. Ça crée une animation incroyable, sonore, visuelle. Les gens s'arrêtent, les gens se demandent ce que ça peut être que ces 70 personnes en train de faire du sport de façon assez bruyante. Hein, la musique est très rythmée. Et ça crée une animation et les gens s'arrêtent et parlent. Et le fait de se parler, c'est aussi quelque chose qui est intéressant en termes de surprise dans l'espace public. La surprise, elle peut susciter le dialogue. Et la slide que j'ai sélectionnée juste après, qui s'intéresse aux gestes artistiques, eh bien, c'est un petit peu le même propos. Quand on tombe sur ce banc géant de Claude Ponty à Nantes, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de s'arrêter, de parler à son voisin, mais t'as vu c'est quoi? Enfin voilà, ça suscite la surprise, ça fait parler, donc c'est réussi. Ensuite, je voulais évoquer le pouvoir des mots dans l'espace public. C'est le pouvoir de l'écrit. Il est, pour moi, il ne peut pas être remis en question dans l'esprit. Il ne peut pas être remis en question dans la ville parce que c'est efficace, quoi qu'on en dise. Alors là, j'ai sélectionné un graffiti poétique à Marseille. Mais on peut tout à fait imaginer des commandes publiques à des artistes pour avoir des messages écrits poétiques ou interpellants dans la ville. C'est vrai que c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps ce genre de démarche, mais comme ça marche, je pense qu'il faut pas hésiter à continuer. Et ça existe certes, mais on n'en voit pas tant que ça. Donc un exemple là, de graffiti sauvage, mais qui est assez mignon. D'ailleurs, la municipalité de Marseille l'a pas fait enlever, hein, il est là depuis longtemps. Donc voilà, une autre idée qui me semble efficace dans l'espace public. Et puis j'ai sélectionné un exemple de spectacle vivant. Donc ça, c'est un spectacle de l'artiste chorégraphe Willy Donner. Donc le principe de ce spectacle-là, c'était de se fondre dans l'espace urbain, de jouer avec le mobilier urbain. Et donc, la personne qui était là, par exemple, derrière ce parc-mètre, elle pouvait rester là 1 heure. Donc, c'est une performance réelle. Et donc, forcément, c'est éphémère. Et ce côté éphémère de la surprise, il est efficace aussi. La surprise dans l'espace public, elle n'est pas forcément pérenne. Elle peut être aussi temporaire. Et puis, je vais terminer par un coup de cœur personnel. C'est celui que j'ai eu pour le travail de l'artiste Nicolas Soulabaille. Pardon. Donc, il travaille les sols. Alors, cette diapo n'est pas de super qualité, mais on voit bien que sur le trottoir, là, il a fait une sorte de zébrage de zèbre, justement. Et ça donne, c'est un clin d'œil vraiment sympa. Ça donne de la qualité à ce trottoir. Et puis, sur les 2 slides qui vont suivre, on voit aussi qu'il peut proposer des choses plus liées au patrimoine local. Qui vont conférer justement un caractère qualitatif, confortable, un petit peu cosy à la ville. Et là, on le voit sur la toute dernière slide. C'est une manière d'animer, par exemple, un centre-ville d'une ville flamande, hein, de nos territoires, qui est particulièrement réussi. Voilà, là c'était la partie qui était consacrée à mon chapitre. On a tous fini de parler, nous, les professionnels de l'Agure. Et je vous propose de maintenant regarder une vidéo, une courte vidéo, elle dure 5 minutes. Il s'agit d'une interview de Valentin Belval, qui est le maire d'Hazebrouck et qui est le président de la CCFI. Il va nous expliquer un petit peu, il joue le rôle de grand témoin de cet événement, de ce webinaire, et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a pensé de ce livre, et puis il va nous donner sa vision des espaces publics. Et on se retrouve juste après cette vidéo pour répondre à vos questions cette fois. Bonjour à tous les spectateurs du webinaire. Le rapport des habitants à l'espace public, on le voit, est en constante évolution parce que la technologie s'est emparée de nos vies et le fait de retrouver aujourd'hui dans notre quotidien des possibilités de connexion partout où on se déplace, c'est devenu primordial.
dans un contexte où on a des étés de plus en plus chauds. C'est devenu primordial de trouver de plus en plus d'îlots de fraîcheur, d'endroits de rencontre, d'endroits où se poser. Et la pandémie a parachevé quelque chose, en fait, dans la notion d'espace public et dans la nécessité, je pense, pour les gens qui inconsciemment ont redécouvert ou apprécient à nouveau autrement les rencontres à l'extérieur, dans des espaces publics, ouverts, où ils se sentent libres de respirer. Et donc, on sent un vrai regain d'intérêt pour la population, que ce soit chez les très jeunes ou aussi chez les seniors, pour retrouver des vrais espaces publics de qualité qui vont faire la part belle à la fois aux mobilités douces pour s'y rendre, et une fois qu'on retrouve ces points de fixation, d'avoir à ces endroits-là, dans ces espaces publics, des lieux de rencontre, des lieux où ils vont pouvoir se poser, passer une heure, passer parfois l'après-midi entière. Je pense qu'il y a, voilà, il y a un vrai regain d'intérêt aujourd'hui pour l'espace public au sens noble du terme. J'ai feuilleté ça et j'ai parcouru l'ouvrage avec beaucoup de passion et d'intérêt, parce que quand on est élu local, quand on est maire, je crois qu'on a une capacité, enfin, je ne connais pas un maire de ville, voire même de village, qui n'ait pas une vision claire de ce qu'il veut faire de sa ville à 20 ans. Allez demander à un maire de ville de taille moyenne ou d'une grande ville, il sait ce qu'il veut pour sa ville dans les 10 ou 20 prochaines années. Je revendique vraiment au quotidien dans l'action publique, dans l'action politique, ce qui est indiqué là sous le nom de droit à l'erreur dans l'usage des espaces publics. Moi, je nuancerai un petit peu, je ne parlerai pas de droit à l'erreur, je parlerai de droit à l'expérimentation. Je crois que les citoyens sont devenus beaucoup plus tolérants sur le droit d'expérimenter, à la condition que vous les associez à la co-construction de l'espace public. Et ça, c'est aussi ça qui a beaucoup changé, je pense, par rapport aux années 90 ou au début des années 2000, où on attendait des élus des solutions clés en main, qu'ils imposent une certaine vision du maire bâtisseur qui sait exactement ce qu'il veut et qui va bâtir sa ville. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que, ou en tout cas, j'aime me revendiquer comme ça, c'est plutôt d'être un élu développeur. Et un développeur, dans la définition de ce qu'il fait, ça veut dire aussi il ose des choses, il tente des choses et surtout il fait confiance et il co-construit avec les habitants. Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui sur le territoire et sur la ville d'Hazebrouck, c'est de dire on expérimente des choses, on ouvre des espaces publics, des espaces qui étaient fermés, on en fait des espaces publics et on laisse les gens se les approprier. On peut aussi faire confiance au tissu local, au tissu d'initiative des associations, aux usagers et aussi aux élus, pour simplement ouvrir les espaces et en faire de beaux terrains de jeu pour des innovations. Ça rejoint un tout petit peu ce que je disais juste avant. Ce qui me séduit dans le fait de pouvoir imaginer les espaces publics, c'est que vous avez la possibilité, enfin, c'est l'image de votre ville en fait. Vous avez la capacité de construire l'image que vous voulez donner de votre territoire, de votre ville, au travers de la notion d'espace public. Donc vous allez donner tout de suite, au premier coup d'œil, aux visiteurs, aux touristes, aux voyageurs, à l'entrepreneur, vous allez donner au premier instant une image immédiate de votre ville. Et c'est pour ça, par exemple, que moi j'apporte un intérêt tout particulier pour le traitement des entrées de ville, par exemple. Ça, pour moi, c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel. Parce que, à l'image du seuil de la maison, de la porte d'entrée, vous donnez tout de suite une sensation. Et je crois pour énormément de domaines qui tiennent à l'art, qui tiennent à la notion de ce que chacun se fait, très subjectif d'ailleurs, de la beauté, où tout se passe dans les premières secondes. Et c'est pareil, je pense, quand on entre dans une ville, on se fait très vite une image de cette ville. Alors après, il n'empêche pas qu'il peut y avoir des joyaux qu'on découvre à tel ou tel endroit en cœur de ville, et c'est le cas ici aussi à Hazebrouck. Un espace public réussi, c'est un espace public qui est co-construit avec les habitants. C'est celui où on met, dès le début du projet, dès la phase de préfiguration d'un projet, les habitants dans la boucle pour qu'ils usent au sens premier du terme du lieu, qu'ils se l'approprient, qu'ils le fassent vivre, qu'ils échouent, qu'ils ratent des choses, mais qu'ils vivent dès le début pour qu'ils se l'approprient et que ça s'inscrive dans le temps durablement.
Pas l'inverse, un espace public raté, c'est un espace public qui n'a été pensé que par des gens qui ne vivraient pas sur le territoire, qui viennent avec une solution clé en main et qui ne s'intéresseraient pas à la réalité locale de ce qu'attendent les habitants. Donc c'est tout ce qu'on essaye d'éviter aujourd'hui dans nos projets d'aménagement. On nous entend? Je peux poursuivre? Bon, très bien. J'ai récupéré l'ordinateur avec les questions pour pouvoir lire les questions que vous nous posez. Alors, la première question, elle s'adresse à Sébastien et elle concerne la rue Banal. C'est vrai que tu es resté un petit peu au constat et qu'il y a pas mal de gens qui ont envie d'en savoir plus et qui se demandent comment on peut faire pour rendre cette rue moins banale, peut-être, enfin, je sais pas. Oui, déjà, se dire que chaque rue est unique. À partir déjà de ce principe-là, que chaque rue est unique et donc du coup, à partir de là, difficile de proposer une recette ou des solutions préconçues. Chaque rue doit faire l'objet d'un projet qui est vraiment unique parce que chaque rue répond à ses propres logiques de circulation, de stationnement et puis à ses habitants qui ont des aspirations qui peuvent être différentes des habitants de la rue d'à côté. Donc ça, je pense que c'est déjà la base, c'est de ne pas standardiser l'aménagement par des solutions qui pourraient être préconçues et les appliquer rue par rue, mais vraiment tenir compte finalement des caractéristiques de la rue, de ses façades. Voilà. Par exemple, une belle maison dans une rue, on pourrait par exemple végétaliser au niveau de cette maison-là, de manière un peu à mettre cette façade encore plus en valeur. Et est-ce que cette maison devienne un repère dans la rue? Ça fait quelque chose, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On peut peut-être travailler sur l'appropriation du trottoir par les habitants, encourager peut-être des plantations en façade, ou si par exemple des habitants veulent planter l'encadrement d'une fenêtre ou d'une porte, on peut les accompagner et encadrer ces projets-là. Il y a pas mal aussi d'habitants, on voit, qui ont des fois du mal à rentrer les poubelles dans leur conteneur, dans leur maison, parce que soit ils n'ont pas de cour, ou la cour est trop petite, s'ils mettent la poubelle dans la cour, ils n'ont plus de place pour mettre leur table et manger dehors. Il faut traverser toute la maison avec le conteneur, donc souvent les conteneurs restent dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas autoriser et accompagner aussi des principes d'intégration des conteneurs sur la rue avec, pourquoi pas, des supports de plantes grimpantes qui viendraient un peu intégrer ça dans l'espace public, ça peut être des choses comme ça, permettre d'attacher son vélo devant chez soi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Inciter encore plus l'usage du vélo en aménageant les rues encore mieux pour faciliter ces usages-là, sans pour autant empiéter sur les espaces piétons, parce que c'est aussi ça la difficulté. Hein. La rue, c'est vrai que c'est très contraint, il faut de la place pour tout le monde, et comment un mode de déplacement, on ne va pas prendre trop le dessus par rapport à un autre. Donc voilà, ça peut être des petits principes comme ça. Alors là, c'est très rapidement brossé. Mais bon, on en trouve un peu plus dans l'article, dans le livre. Un chapitre. Oui. Ok, je te remercie. Et puis, on a une question aussi sur la manière dont on peut agir pour dégenrer les espaces publics. Alors, si je comprends bien la question, c'est pour permettre l'utilisation des espaces publics tant par les hommes que par les femmes, puisque si on recontextualise un petit peu, on a quand même beaucoup d'espaces publics qui sont utilisés principalement par les hommes. C'est peut-être quelque chose que tu peux expliquer avant de passer aux solutions. Ce qu'on peut imaginer faire, c'est peut-être déjà se poser la question quand on conçoit un espace public. Mais par exemple, si on pense au City-Stade ou au skatepark, on sait aujourd'hui que ce sont des espaces exclusivement utilisés par les garçons. Donc on peut imaginer de faire des propositions d'équipements qui soient plus diversifiés ou qui permettent des lieux où on diversifie les usages pour diversifier les publics. Après, même si le skatepark est utilisé beaucoup par les garçons, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont remarqué que si autour du skatepark, on fait des équipements qui s'adressent plus aux filles, entre guillemets, par exemple, des amphis, des estrades, des endroits pour se poser assez sympas,
les filles, elles vont aller regarder les garçons et puis au moins, elles vont se mélanger. Mais l'idée, c'est de vraiment diversifier, de pas se dire à un moment, bon, on va vraiment faire qu'un seul usage. Et du coup, ça va induire aussi un public. Enfin, déjà se poser la question, est-ce que à qui je m'adresse quand je fais cet équipement-là? On ne se pose pas forcément la question, mais enfin, aujourd'hui de plus en plus quand même. Mais voilà, je pense que diversifier les usages, penser, si on veut qu'il y ait plus de filles où il n'y en a pas beaucoup, peut-être se poser les questions, c'est ce que je disais tout à l'heure, de sécurité, de confort. C'est vrai que c'est ce qu'on retrouve quand même aussi dans les demandes des femmes et des filles, d'avoir pas trop de recoins, de pouvoir être vues, de pouvoir... de pouvoir, encore une fois, oui, se rassembler, des lieux agréables, de qualité. Donc ça, déjà, ça va inciter davantage à avoir des filles. Après, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est les endroits où il y a des femmes en général. C'est des endroits où on va trouver aussi des enfants et des personnes âgées. Du coup, de fait, ça diversifie un peu le peuplement d'un endroit. Je sais pas si... Quelqu'un a sur la question par rapport à l'intervention. Entre nous, tout le monde peut intervenir de toute façon pour répondre. N'hésitez pas. Sinon, moi j'ai une question c'est pour toi, Chloé, c'est par rapport aux forêts, aux micro-forêts urbaines, tout ce qui est forêt urbaine. Est-ce que c'est une bonne solution a priori pour pour faire du végétal une star comme tu le proposes? C'est vrai que dans la publication, il y a l'interview de Caroline Molly, qui est paysagiste, qui a pas mal parlé sur le sujet là, dans la publication. Et ce que je me dis, en fait, c'est que ça peut servir pour plutôt temporairement, en fait. C'est quelque chose qu'on va mettre en place pour animer un espace peut-être en friche. Ça va peut-être permettre de planter temporairement, mais je pense pas que ce soit un aménagement pérenne sur le long terme pour apporter de la nature en ville, comme c'est des plantations assez denses et à un endroit finalement... Il peut y avoir peut-être plusieurs points de vue ou plusieurs façons de le considérer, parce que la microforêt peut aussi être une façon de planter densément des petites espèces, des petits sujets à un certain moment, en un endroit bien placé. Le fait qu'ils soient en concurrence, ils s'enrichissent aussi tous les uns les autres, et ça permet aussi de laisser grimper, de laisser pousser, et à mesure de sélectionner finalement les sujets qui vont être les plus intéressants, et peut-être au bout d'un moment de conduire à un arbre qui pourra peut-être dans des décennies être remarquable un jour, mais c'est peut-être une autre façon aussi de considérer la plantation, la végétalisation, et de passer par différents stades en fait de végétalisation dans le temps. Au début, on va avoir un petit espace densément planté, et à mesure que les plantes, que les arbres vont grandir, il va y en avoir qui vont grandir plus vite que d'autres, donc on va avoir différentes strates, et ça peut être aussi intéressant puisque dans le temps de la ville, le paysage va aussi évoluer. Donc, il faut choisir aussi des bons endroits, ça ne va pas s'appliquer partout, mais il y a certains espaces où ça peut être un bon outil pour justement un peu diversifier le paysage urbain. D'accord, très bien. Alors, il y a une question qui peut intéresser peut-être à la fois le volet transition écologique et participation citoyenne, c'est comment peut-on combiner participation citoyenne et transition écologique au niveau des espaces publics? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Ouais, c'est une question difficile, j'ai trouvé aussi. Mais... Toujours faire de l'éducation populaire, et c'est ce qu'on fait souvent. Justement, je disais tout à l'heure, on est une équipe pluridisciplinaire, donc on travaille au moins en binôme, paysagiste, sociologue, architecte. Et du coup, c'est vrai qu'on est amené à chaque fois, de sensibiliser la population. C'est pas que aller écouter leur avis et leur demander ce qu'ils veulent, c'est aussi les amener vers des notions et leur expliquer des notions techniques, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et pourquoi. Et du coup, on passe beaucoup de temps quand même à expliquer aux habitants le pourquoi du comment et ce qui marche pas ou ce qu'on peut pas faire, etc. Et du coup, dans ce sujet-là, c'est aussi une forme d'acculturation, d'essayer de leur apporter des billes pour pouvoir leur donner
les éléments pour pouvoir se positionner, parce qu'on fait aussi souvent une erreur quand on va voir les habitants, c'est qu'on leur demande des avis techniciens, on les met mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas, et du coup ils nous disent même bah, c'est un peu votre boulot de répondre à cette question. Et c'est vrai qu'on a remarqué que parfois leur faire des propositions ou alors déjà partir d'une forme d'acculturation simple, hein, pas trop technique, pour expliquer les atouts et les inconvénients d'un aménagement, ben, c'était plus porteur parce qu'ils avaient les cartes en main en fait, et ils pouvaient décider. Et sur tous ces sujets, je pense que c'est ça l'utilité aussi, c'est d'être pluridisciplinaire, d'apporter une expertise, mais qu'on vulgarise un peu pour qu'ils puissent se positionner. Donc, ensuite, on me pose une question. Pourriez-vous préciser la ville où se trouve le mur d'escalade? Je suis désolée, mais je l'ai pris sur Twitter et sur LinkedIn. J'ai absolument pas la réponse à cette question, mais ça doit être retrouvable, sait-on jamais. Une remarque plutôt destinée à nous faire peut-être cogiter tous ensemble. Dans une rue banale, les vélos peuvent très bien trouver leur place sur la chaussée, avec les voitures aussi. On travaille plus sur l'apaisement des vitesses en profitant d'avoir un flux de voitures plus faible. Non, mais je suis d'accord. En fait, il y a un dessin hein, dans l'ouvrage, hein, si les auditeurs l'ont, hein, qui est à la page 91. Hein, tu peux peut-être le remontrer et qu'on le voit, ou dire le numéro de page pour ceux qui l'ont. 91, je ne pense pas que d'ici on va le. Non, je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est pas forcément d'aller mettre le vélo sur les trottoirs, mais effectivement plutôt le remettre sur la chaussée. Mais du coup, de bien faire comprendre aussi à l'automobiliste qu'il n'est pas tout seul, d'apaiser sa vitesse, de ralentir sa vitesse, de conduire autrement dans la rue, et peut-être de faire en sorte que finalement, c'est le vélo qui doit être prioritaire et que si une voiture est derrière lui, donc finalement, à la voiture d'adapter sa vitesse et de se mettre à celle du cycliste. Alors peut-être que ça passe par des marquages un peu plus forts, hein, visuellement un peu plus présents sur la chaussée. Ça, on peut avoir une autre lecture aussi de la chaussée. Alors après, il ne faut pas brouiller non plus tous les codes des marquages au sol, mais ça peut être une solution. Il y a une question par rapport à tout ce qui est gestion du climat. En fait, comment on peut tenir compte, donc ma question, je pense qu'elle s'adresse plus à toi, Nathalie, comment dans un aménagement d'espace public, on peut tenir compte d'un climat. Bon, je pense que la personne qui pose la question fait référence au fait que nous, par exemple, c'est particulièrement venteux dans le Dunkerquois. Donc, comment on peut gérer ça? Comment on peut intégrer cette problématique-là et peut-être en lien avec les émotions dont tu parlais tout à l'heure? C'est vrai que par rapport à la question du bien-être, la question du climat, elle est super importante. Donc, d'ailleurs, dans l'ouvrage, il y a du coup un encadré sur cette question de conditions climatiques. Comme tu le dis, en plus, nous, on est quand même soumis à un fort vent. Donc ça, c'est sans doute la caractéristique principale. Mais en même temps, on a quand même souvent du soleil aussi. Il pleut. On a l'habitude de dire finalement qu'on a souvent les 4 saisons dans une même journée. Donc oui, les aménagements, tenir compte du climat, c'est super important, et pouvoir avoir des lieux où on peut s'arrêter, on peut se mettre à l'abri de la pluie, des lieux où on peut se reposer, mais à l'abri du vent. Donc il y a des moyens techniques, effectivement. On sait par exemple que faire un mur de protection, c'est pas forcément le meilleur moyen pour casser le vent, parce qu'en fait, finalement, si on est tout juste contre le mur, ça va, mais juste derrière, c'est encore pire, ça empire l'effet. Donc, on va aller plutôt sur des systèmes de haies, mais des systèmes de haies denses, mais pas trop denses, qui permettent en fait d'amoindrir le vent, mais de ne pas faire l'effet. Voilà. Après, c'est pareil par rapport à toutes les questions d'effet Venturi. Dès qu'on a des constructions trop hautes, ça fait des couloirs de vent. Donc, la conception de l'espace, effectivement, elle doit être vraiment conçue par rapport à ces questions climatiques. Et puis dans la ville, ce qui peut être sympa, c'est aussi de trouver des parcours où on peut tantôt être au soleil, tantôt être à l'ombre, selon. Et donc, du coup, les traversées de rue, elles sont vraiment importantes, parce que peut-être qu'un jour, en fonction de si on est le matin ou si on est le soir, si on cherche le soleil, on ira à droite ou à gauche de la rue. Et donc, du coup, il faut pouvoir la traverser facilement. Enfin,
Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à voir par rapport à ces questions de climat. Okay. Ensuite, concernant la place des arbres en ville, une internaute nous dit « J'ai l'impression qu'on est souvent bloqué par les alignements d'arbres, justement, qui sont mal placés, typiquement juste en face d'un passage piéton. On n'a pas toujours la possibilité, en termes de sécurité routière, de modifier l'aménagement urbain. Est-ce que vous avez déjà eu vent de solutions un peu extraordinaires de type déplacement d'un arbre qui gênerait, donc déplacer les arbres? Est-ce que c'est possible? » Ce serait plus facile de déplacer le passage piéton que de déplacer l'arbre. Non, alors effectivement, la question elle peut être un peu compliquée quand on a des arbres, des alignements d'arbres qui sont anciens, qui sont bien installés et qui sont plutôt beaux, bien. Après, c'est vrai que si c'est sur des alignements d'arbres un petit peu, on va dire, qu'on mal vécu, qu'on mal vieilli, qui sont voilà, sur l'alignement, il va manquer 2 arbres sur 7. Voilà, donc là, on peut des fois un peu plus facilement se poser la question de l'arbre, mais bon, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance à essayer de privilégier la conservation de l'arbre et voir quelle peut être la solution par rapport au passage piéton. Mais c'est vrai que du coup, les plantations qui ont été faites à une certaine époque sont plus forcément adaptés à la vie, à la façon de vivre la ville et de se déplacer en ville d'aujourd'hui. Les traversées ont pu avoir changé entre le moment où on a planté et aujourd'hui. Voilà, mais je pense que c'est ce qu'on dit aussi, c'est comment on adapte l'aménagement urbain aussi au contexte existant. Et l'arbre fait partie de ce contexte-là. Ok, alors il y a quelqu'un qui a manifestement trouvé où se trouve le grand mur d'escalade sur l'immeuble, c'est au Danemark. Et il y a un article sur 18h39.fr qui en parle. Si vous tapez immeuble Danemark, grand mur, escalade, 18h39, vous allez trouver l'information qui vous manque. Une question sur, alors, dans l'aménagement des espaces publics, comment allier les besoins de proximité pour les habitants et les dimensions métropolitaines comme celle du tourisme? En gros, c'est comment répondre aux besoins des habitants et aux besoins des touristes qui sont, c'est vrai, pas forcément du tout les mêmes. Est-ce que c'est des questions sur lesquelles peut-être vous avez été amené à travailler ou si vous avez des réflexions, hein, n'hésitez pas. Non, on n'a pas été vraiment confronté à ça. Il y a la plage, c'est vrai que, la digue, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une ville balnéaire, donc au bord de la mer. Donc en fait, on va dire que les espaces touristiques sont autant les espaces des habitants, ça peut être aussi des espaces de proximité. Donc c'est vrai qu'ils jouent un peu les deux rôles. La question se pose un peu moins peut-être sur vraiment des purs espaces de proximité, des petits squares ou qui là vont plus être voués à un usage habitant, un usage quotidien et moins touristique. Mais encore que la digue, elle est utilisée autant par les usagers de Dunkerque que par les touristes qui viennent pour voir la mer tous les étés. Mais l'usage au quotidien, il est quand même bien. Ah oui, oui. Non, mais c'est ce que je disais, oui, c'est ça, c'est que nos bords de mer sont aussi bien des espaces de proximité que des espaces touristiques. Je pense que dans la façon dont c'est aménagé, on a répondu un peu, je pense, aux deux usages. En tout cas, c'est ce qui est cherché. On ne peut pas oublier l'un ou l'autre des usagers. Et on a une question un petit peu technique pour vous, les paysagistes. Que pensez-vous de la végétalisation des façades en termes techniques, écologiques, par rapport à l'eau nécessaire? Donc j'imagine que ça requiert pas mal d'eau. Ça doit être ça le sens de la question. Pour un peu tout ce qui est murs végétaux. Je pense que c'est ça, oui, j'ai l'impression. Oui, ça dépend du type de végétalisation, parce qu'on peut végétaliser une façade en laissant courir une pente grimpante. Et une pente grimpante, selon l'espèce, elle n'aura pas forcément besoin de beaucoup d'eau. On voit souvent en ville, il suffit des fois une belle glycine ou une belle plante grimpante, un trou de 10 cm² dans le trottoir et ça y est, c'est parti. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Par contre, effectivement, un mur végétal je pense que accroché sur une façade avec différentes plantes dessus, du coup hors sol, ça nécessite un arrosage constant qui est très gourmand en eau. Et est-ce que ça tient manifestement la route? Ça dépend des endroits, ça dépend des climats. Dans le Dunkerquois, c'est tellement vanté que je ne sais pas quel pourrait être le résultat. Mais en fait, on n'a pas d'exemple ici.
Parce que je pense que c'est un petit peu compliqué. Un challenge technique. C'est un gros entretien, une grosse gestion à mettre en place. Et puis c'est vrai que comme c'est très gourmand en eau, l'eau c'est quand même une ressource qui est de plus en plus précieuse. Hein. On se pose de plus en plus la question de la ressource en eau pour l'arrosage des espaces verts. Comment récupérer des eaux de clôture des équipements publics pour justement pouvoir arroser les plantations, c'est une vraie question. Donc autant essayer de ne pas produire justement des installations qui soient trop gourmandes. Nous privilégions plutôt justement des plantations moins gourmandes et qui peuvent avoir un effet tout aussi intéressant. Après, si c'est de la végétalisation en toiture, c'est pas dérangeant. Si c'est tout ce qui est végétation type sédum ou choses comme ça vit un peu naturellement. Ça n'a pas besoin de conditions particulières pour. Pas besoin de beaucoup de Enfin, tout est possible et tout est envisageable avec des paysagistes. En fait, c'est ça. Il faut avoir les paysagistes et des compétences. Exactement. J'ai une toute dernière question et elle porte sur notre ouvrage. Il y a des gens qui se demandent comment se le procurer. Donc, alors, il y a 2 possibilités pour prendre connaissance de cet ouvrage. Vous pouvez vous rendre sur le site d'Urbis Le Mag et télécharger l'ouvrage dans son intégralité. Donc, on l'a mis en téléchargement gratuit. C'est, je crois, le dernier article d'Urbis qui est en ligne, l'article de Une actuel. Et puis, il y a une deuxième possibilité. Vous avez la chance de vivre sur le même territoire que nous et vous venez frapper à la porte de l'agence d'urbanisme. On a quelques exemplaires en stock pour le grand public et pour tous ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas. Voilà comment procéder. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'il n'y a plus de nouvelles questions. Et puis, le temps imparti a été utilisé. J'espère que ce webinaire vous a plu. Il était assez riche. J'espère que vous avez eu le temps d'assimiler tout ce qu'on a dit en très peu de temps. C'est vrai que c'était un petit peu sportif comme webinaire. Et de toute façon, il sera mis en ligne, un replay sera mis en ligne de la même manière sur Urbis Le Mag tout prochainement, sans doute lundi. Donc, s'il y a des points que vous voulez vous repasser, n'hésitez pas. Et puis, vous savez où nous contacter. On est joignable. Voilà, tout le monde est joignable ici assez facilement à l'agence d'urbanisme. Vous appelez, vous demandez et vous serez renseigné. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous, encore une fois, fidèle, comme toujours. C'est agréable pour nous et ça nous donne envie de continuer. Merci à tous, à bientôt. Merci.